Ça fait du bon en fait. Donc je vais vous présenter donc, un outil sur lequel on a travaillé en fait et les outils sur lesquels on a travaillé par le passé dans mon équipe. Donc je travaille dans l'équipe Services à Mozilla et on travaille en ce moment sur le test de charge de nos services et de nos sites web. Donc alors, de quel site il s'agit Les premiers sites sur lesquels on a fait des tests de montée en charge, c'était le marketplace de Firefox. D'ailleurs, c'était Firefox Sync avant ça. Et puis, en fait, donc on fait ça sur et des services web et des sites web, mais uniquement ça. On fait pas du tout, on s'occupe pas du load testing de Firefox en lui-même. C'est principalement des sockets et des appels HTTP. Voilà, donc l'approche naïve, ce qu'on a tendance à faire pour voir si notre site tient à la charge, c'est on va lui envoyer plein de requêtes, quoi. Mais on va essayer juste de voir, lui envoyer plein de fois la même requête, ce que ferait Apache Bench par exemple, AB. Et puis on va vérifier les statuts qui sont retournés. Donc on va vérifier si c'est bien du 200, on va regarder quel est le temps qui est pris par chaque requête. Et puis voilà. Donc ça permet d'avoir un premier indicateur. Et c'est un peu casse-gueule. Parce que on sait pas trop ce qui va se passer en fait. On sait pas. On a besoin de tester des scénarios plus complexes en fait. On veut pouvoir tester qu'est-ce qui se passe quand à la fois je fais des écritures et des lectures sur mon service par exemple ou sur mon site web. Et puis qu'est-ce qui se passe quand il y a énormément de machines qui vont taper sur, beaucoup plus d'utilisateurs qu'on pourrait créer avec qu'avec Apache Bench. Donc une approche plus réaliste, c'est un petit peu ça. Donc voilà. Donc par exemple là, c'est ce qu'on a fait sur le marketplace. Des petits cas bêtes, mais soumettre une application, c'est plein d'appels différents en fait. On veut tester que tout le workflow fonctionne en fait, que quand on est sous forte charge, en train de, je sais pas moi, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de lire quelque chose sur le marketplace ou de faire des recherches ou je sais pas quoi, qu'en même temps on peut quand même soumettre une application, qu'on peut chercher parmi nos applications, etc. Et donc tout ça, à quoi ça ressemble en fait dans un test. L'outil qu'on a utilisé s'appelle FunkLoad, le premier donc qu'on a utilisé, et puis on voit donc c'est un test en Python, donc à l'image de unit test, et on fait self.get sur slash, et on vérifie ce qu'il y a dedans. Donc c'est des trucs un peu bateaux, et puis voilà, c'est un petit truc comme ça quoi. Donc on fait plein de petits tests et on vérifie que ça fonctionne. Alors là j'ai mis des trucs très simples. On peut bien évidemment prendre la réponse, par exemple dans Search App. On peut reprendre la réponse, regarder ce qu'il y a et faire quelque chose à partir de ça. Est-ce que sur cette application, je suis capable de soumettre une application avec le même nom, par exemple, ou ce genre de choses. Voir si ça marche aussi sous forte charge, en fait. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des tests fonctionnels, comme on a l'habitude, nous en tout cas, d'écrire pour nos applications, et on les transforme en tests de charge. Donc ce qui donne des reports comme celui-là. C'est cool parce que je pensais que j'allais pas avoir internet. Voilà. Donc là, on se rend compte. Alors c'est assez simple en fait. Ça c'est un rapport FunkLoad. Donc FunkLoad, ce qu'on lui fait, c'est lance-moi le test que je vous ai montré et lance-le d'abord pour. Alors c'est 1, 10 et 20 utilisateurs là. Et puis dis-moi ce qui se passe quoi. Et donc là, il nous retourne le nombre de successful tests per second. Donc le nombre de tests qui ont fonctionné par seconde. Et on voit que la courbe continue à monter et que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'erreur, que voilà. Si on descend un petit peu, on peut avoir des stats plus intéressantes où on voit là, par exemple, le temps de réponse sous forte charge en fait. Donc on voit qu'au tout début, on a des temps de réponse un petit peu. Alors ça dépend en fait. Là, on se rend compte qu'au début, on a un temps, c'est assez rigolo parce qu'on a un temps quasiment constant partout là, mais on se rend compte qu'il y a certaines requêtes qui prennent plus de temps. Voilà, on peut avoir des informations comme ça. Alors là, du coup, c'est pas super parlant sur des tests plus, si on fait avec beaucoup d'utilisateurs, on se rend compte que la courbe elle va baisser en fait, que les temps de réponse, ils vont monter en fait sur celui-ci au fur et à mesure. Sauf si votre application tient bien la charge, justement. Et ça peut être à l'inverse, quand il y a peu d'utilisateurs, ça peut être vachement plus long que quand il y en a moins, quand il y en a beaucoup plus, pardon. Voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est l'outil qu'on utilisait. Donc il s'appelle FunkLoad, qui est un outil qui est fait par Nuxeo. Et alors, nous, on utilisait ça, et
on avait plein de choses à tester en fait en même temps, quoi. On voulait tester sur le marketplace et en même temps on voulait tester sur d'autres sites. Et donc on avait peut-être 10 machines qui étaient prévues pour ça, sur lesquelles en fait on uploadait des petits bouts de code et c'est elle qui faisait les requêtes à chaque fois. Donc sur chacune on uploadait nos tests et on lui disait lance-moi 10 utilisateurs concurrents, 20 utilisateurs concurrents, etc. Et eux ils faisaient les tests. Et donc on avait un petit truc qu'on a appelé Marteau qui s'occupait de faire la gestion de la file d'attente en fait. Et alors on a eu des petits problèmes au fur et à mesure avec cet outil-là, parce qu'on le faisait évoluer, c'est un outil qui a été écrit il y a un bout de temps, et il supportait pas quelques petits trucs, et pour nous c'était un peu pénible. Par exemple, on n'avait pas de feedback en temps réel, et c'était très difficile d'ajouter le feedback en temps réel sur cet outil-là. C'est-à-dire qu'on lançait les tests, on disait lance-moi des tests avec 10 000 utilisateurs concurrents pendant 1 heure. Et puis on savait pas trop ce qui se passait, quoi. Donc du coup on revenait au bout d'1 heure, ça marchait pas, pourquoi, est-ce que finalement ça prend plus de temps? On n'avait aucun feedback en fait finalement, donc on avait des trucs qui étaient bloqués, on galérait un peu à débugger ça. Du coup on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça, et donc on s'est dit il n'y a pas non plus de support des WebSockets, et on peut pas. Alors FunkLoad, la manière dont c'est fait, c'est que ça génère tous les runners en fait qui vont lancer les tests. Chacun vont produire des fichiers XML et après ces fichiers XML vont être parsés pour produire les graphiques que je vous ai montrés. Vous pouvez en faire autre chose si vous voulez, mais ça fonctionne de cette manière-là. Et donc on peut écrire d'autres implémentations dans d'autres langages. Si par exemple on veut avoir quelque chose qui fait du load testing en JavaScript par exemple, parce qu'il y a des gens qui font du Node.js et qui veulent continuer d'utiliser JavaScript pour faire le test de montée en charge, mais personne ne l'avait fait. Et donc, on s'est dit, on va faire quelque chose un peu comme ça. Et on s'est dit, qu'est-ce qui va pas non plus dans l'approche qui a été prise jusqu'à maintenant? Et un truc qu'on faisait, nous, pour nos tests fonctionnels, et en fait, je me rends compte que beaucoup de personnes de la communauté Python font ça, c'est les tests fonctionnels, ils sont écrits avec WebTest. Et donc, tu vois, on a déjà une interface comme celle qui était définie par FunkLoad que je vous ai montré avant, mais qui est un tout petit peu différente. Et on sait pas trop pourquoi on a les deux, parce que ça existait pas à l'époque, peut-être WebTest, ou je sais pas. Mais du coup, on s'est dit, on va réutiliser ces trucs-là. On va s'appuyer sur des briques logicielles qui sont déjà connues. Donc, on a pris Request, on a pris WebTest, etc. Et donc, c'est possible de faire nos tests de montée en charge en utilisant ces bibliothèques-là. Et on est complètement agnostique au langage de la suite de tests, parce que je vais vous montrer un petit peu après comment on a architecturé tout ça. Mais on a mis 0MQ au milieu, et ça nous permet d'avoir une implémentation dans n'importe quel langage, en fait, derrière. Donc, si vous voulez faire vos tests, les écrire en C, par exemple, je sais pas pourquoi, vous pouvez. Et puis on voulait aussi garder la compatibilité avec unit test et avec Nose, c'est-à-dire que vous pouvez lancer vos tests fonctionnels directement comme vous avez l'habitude avec votre lanceur de tests, et vous pouvez aussi les lancer avec Loads, notre outil, et c'est complètement transparent en fait. Vous n'avez rien besoin d'écrire de plus quasiment. Donc voilà, ça ressemble à ça, un petit test Loads. Donc si vous avez l'habitude de WebTest, vous retrouvez le test app là dans self.app. Et vous lui donnez un petit serveur URL. Si vous le mettez pas là, parce que probablement dans vos tests fonctionnels, vous n'avez pas un truc qui dit où est votre serveur que vous voulez tester, vous pouvez le passer sur la ligne de commande. Donc voilà, donc là on teste par exemple ici que your URL, il répond bien soit 200, soit 400, soit 404. Voilà, et donc on peut faire plein de petits trucs comme ça. WebTest supporte d'envoyer directement du JSON. Si vous n'avez pas regardé WebTest, c'est vraiment sympa pour tester vos applications parce que ça propose plein de petites goodies comme ça qui sont chouettes. Et puis là, en dessous, j'ai expliqué comment on faisait pour tester nos callbacks WebSocket. Donc là, on peut dire par exemple, essaye de créer un WebSocket, une WebSocket, et vérifie que quand tu fais une requête dessus, le statut correspond bien et puis voilà, qui retourne bien certains types de trucs, quoi. Donc voilà, et donc je vous promettais l'infrastructure. Donc je vais mettre la deuxième d'ailleurs avec 0MQ. Donc on se rend compte, en fait, ça c'est ce qu'on a fait comme architecture. Donc on a en local en fait, vous lancez la partie qui est tout à gauche, le distributed runner. Et ce machin là, il va parler avec un broker qui lui va passer les messages. Alors au tout début, quand vous lancez tout ça, vous lancez des agents sur chacune des machines. Donc, par exemple, vous pouvez lancer des agents sur Amazon. Donc vous lancez plein d'agents sur vos machines Amazon, et eux ils écoutent et ils s'enregistrent sur le broker. Et ils disent OK, moi j'attends, envoie-moi des trucs.
Et vous vous connectez localement à votre broker et vous dites, OK, lance-moi un test sur 10 agents avec 300 utilisateurs concurrents. Et voilà. Et donc, tout ça, ça passe donc ceux qui sont en vert là, le dealer router. Ça envoie en fait à travers 0MQ le message au broker qui le passe aux agents. L'agent va créer en fait des suites de tests, plein de petites suites de tests en fait qu'il va lancer. Et chacune de ces suites de tests en fait fait un push dans une socket 0MQ qui est rebalancé au broker et le broker le rebalance en local chez vous. Donc du coup, ce qui est intéressant ici, c'est que le pool de runner là, vous pouvez l'écrire en Python, vous pouvez l'écrire en C, vous pouvez l'écrire en JavaScript, en ce que vous voulez en fait. Nous, on a fait une implème en JavaScript et on a fait une implème en Python. Et l'autre truc qui est sympa ici, c'est que vous pouvez commencer à vous connecter, dire bon ok, balance-moi tous les tests, mais moi j'ai pas envie d'attendre quoi, donc je me casse. Et donc tu dis détache, et lui il passe en mode détaché, il écrit tout dans une base de données temporaire, et vous pouvez revenir un petit peu plus tard et faire, vous faites, ça en est où quoi. Et là il dit bon bah voilà c'est fini, ou ça en est là, ou voilà. Et donc ça permet de faire des petits trucs comme ça. Alors après on peut imaginer que nous on met une interface web sur le broker, etc. Enfin on peut imaginer plein de trucs comme ça. Pour l'instant c'est pas fini. Donc voilà. Et donc les avantages, c'est ce que je disais un petit peu là. Donc voilà, vous pouvez détacher, n'importe quel langage. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que c'est possible de spawner directement, de créer des machines Amazon à la volée en fait. Donc tu lui dis, bah voilà. Alors pour l'instant nous c'est Amazon, hein, mais ça peut être n'importe quoi. Balance-moi le truc. Enfin, en fait, tu lui dis pas forcément combien de machines tu veux. Tu pourrais lui dire, balance-moi tant d'utilisateurs concurrents et débrouille-toi quoi. Et lui il fait ça fait tant de machines, ok, je les démarre, j'attends qu'elles soient démarrées et puis il fait son petit truc quoi. Voilà. C'est tout en fait. Là j'ai mis quelques petits liens sur l'outil en question, donc qui s'appelle Load, sur FunkLoad et puis voilà 2-3 autres projets qu'on a utilisés. Donc si vous avez des questions ou des trucs comme ça, je mets un petit merci. Moi, je voulais savoir combien d'utilisateurs. Ok, pardon. Je voulais savoir, justement, tu dis que tu peux répartir la charge sur plusieurs instances Amazon. Combien d'utilisateurs concurrents tu simules par instance? Alors ça, pour l'instant, je sais pas, on n'a pas eu besoin de faire un test pour l'instant réel en fait avec une instance Amazon. Et on n'avait pas grand-chose à tester, donc on s'est pas dit on va faire tomber nos serveurs juste pour voir. Mais quand, je pourrais dire plus tard, quoi. Sur une seule machine, du coup, tu montes à combien? En fait, ce qui est limitant, c'est le nombre de sockets que tu peux ouvrir sur ta machine concurrent. Donc, je sais même plus combien c'est, mais c'est ça la limite, quoi. J'avais une question sur le format des messages qui sont échangés entre le runner et les loaders, parce que tu as dit que les runners pouvaient être écrits dans n'importe quel langage. Ouais. Mais donc ça veut dire que vous n'envoyez pas du pickle, je pense, dans les messages ROMQ. Ouais. Alors on a défini le type de message en fait. C'est dans la doc, je peux te retrouver ça. Non. Pipipim. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a un... Ouais, tu vas voir. Voilà. Donc en fait, on a un type de données qu'on envoie. D'ailleurs, ça va probablement évoluer dans le futur parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas génialissime comme ça. Mais les informations qu'on envoie, de base, c'est un data type qui correspond au type de message que tu envoies en fait. Donc les types de messages, ça peut être ceux qui sont définis en dessous là. Pouf. Donc start test run, stop test run, add hit, add failure, etc. Et tous ces machins-là, en fait, ça correspond à des messages qui sont envoyés. En plus de ça, on passe d'autres informations parce qu'il faut être capable de savoir sur quelle machine tu te situes en fait. Et donc du coup, il y a une découpe qui est faite par le broker en fait au début et qui dit t'envoies ton numéro de process en fait avec, et puis t'as une variable qui s'appelle load status qui correspond à où t'en es exactement dans ton test en fait, qui nous permet nous après de faire la différenciation entre tous les tests, les instances de test case en fait qu'on a lancées. Merci.
Comment le code est envoyé au runner? Comment, pardon? Comment les codes de test sont envoyés au runner? Comment les codes de test sont liés au runner? Envoyés. Justement, via 0MQ. Alors, 0MQ, en fait, d'ailleurs, j'ai pas présenté 0MQ. C'est en fait une bibliothèque qui te permet de gérer les sockets de manière plus simple. C'est pas une queue, en fait, comme on pourrait s'y attendre avec le nom. C'est juste une bibliothèque qui vient avec des patterns déjà définis. Ceux que j'ai mis avant, par exemple le pub/sub, le request/response, etc. Et donc, nous, ce qui se passe, c'est que les runners, ta question, c'est comment ils renvoient les résultats, hein. C'est ça. Comment est-ce qu'on envoie les tests. Autant pour moi, j'avais pas compris la question. Les tests actuellement sont copiés quand on a démarré les machines via SSH. D'accord, donc ça c'est une opération manuelle en fait. Ça, alors nous, elle est automatisée du coup. Elle est automatisée pendant la création de la machine virtuelle, enfin de la machine en fait sur Amazon. Après, en fait, il y a une étape qui est upload-moi le truc. Tu pourrais très bien le faire manuellement aussi. Hein. Donc nous, si on veut l'utiliser en amont, il faut qu'on fasse une opération qui va être juste de synchroniser tous les scripts de test et après on peut lancer les runners. Quoi. Ouais, complètement. Okay. Oui, je voulais savoir aussi si c'était possible en fait pendant les tests de charge de faire des scénarios, parce que là on peut dire fais-moi ces tests-là pour 1000 utilisateurs, etc. Mais est-ce que c'est possible de faire des tests par exemple en rampe où on va avoir de 1 à je sais pas moi, à 10 000 utilisateurs qui arrivent? Est-ce que tu peux me simuler la montée en charge progressive avec les nombres d'utilisateurs qui arrivent, faire des tests aux limites, savoir à partir de combien d'utilisateurs le site il plante? Ouais, complètement. Oui, complètement. En fait, dans les arguments que tu passes quand tu utilises la ligne de commande, en fait, tu passes un nombre de hits que tu veux faire et tu dis au début commence avec tant de hits, après tu en mets encore plus, etc. Et donc en fait, tu peux aussi lui donner un temps. Tu vas dire par exemple, lance-moi la première série de hits pendant une demi-heure, la deuxième pendant 1 heure, et la troisième, voilà. Et donc il va découper ça comme ça. Donc si tu lui dis par exemple, en fait tu vas lui dire, lance-moi d'abord 10 utilisateurs, après 100, après 500, etc. pour un certain temps donné. Donc c'est ça, et ça te fait ces graphiques en fait que j'ai montré, où tu te rends compte que au tout début tu as moins d'utilisateurs et puis de plus en plus en fait. C'était ça en fait l'axe X, c'est le nombre d'utilisateurs que tu as dans tes différents runs. Je pense qu'on va passer au talk suivant pour être content du temps. Est-ce que c'est important? Si tu trouves la question nulle, Alexis, hein, de toute façon, je te revois demain. Est-ce que vous avez couplé ça dans les scénarios avec quelque chose qui peut tuer des instances de votre serveur sur lequel vous testez, ou des parties de votre infrastructure? Ah oui. Ouais, on a fait un outil qui s'appelle Vaurien qui permet de faire ça en fait, ce qui permet de dire, enfin plus ou moins en fait, il permet de connecter. Coupler les deux dans le test en lui-même. Ouais, tu peux le plugger en fait. Alors du coup pour terminer là-dessus, mais donc c'est un proxy TCP qui s'occupe enfin il se met en fait entre votre site internet par exemple et la base de données, il va se mettre au milieu, et puis on peut lui dire commence à dropper les connexions ou rajoute du délai ou fait des trucs comme ça. Et l'idée c'est de voir que quand ça revient à la normale, est-ce que on n'a pas perdu de file descriptor, est-ce qu'il n'y a pas des leaks comme ça, ou voilà. Et ça tu peux le contrôler directement depuis ton test en fait. Tu peux commencer à dire commence à déconner maintenant ou arrête de déconner. Et du coup l'idée ce serait aussi, et pour l'instant c'est pas du tout implémenté, d'ajouter des messages dans 0MQ qui disent on a commencé à faire de la merde avec les sockets, pardon quoi, mais bon c'est comme ça. Et du coup après nous on peut voir, tiens, quand on a commencé à faire joujou, à rajouter du delay, on voit que on a complètement les perfs sont vraiment pourris, donc on a peut-être un problème avec le backend Elasticsearch ou MySQL ou je sais pas quoi. Voilà. Merci.